Merci à Terezane de nous avoir fait du Terezane. Elle était assez offensive, hein, là, quand même, sur le Brexit, mais ça reste un problème assez compliqué. Et je pense que pour vous tous, vous avez, je pense, appris aussi deux, trois choses. Dernière conférence de la journée, mesdames et messieurs. C'est une apothéose, pratiquement, non, j'exagère, sur la maîtrise de votre supply chain en Chine. C'est des questions qui sont posées de façon extrêmement importante par des gens qui participent là. Alors, je vous prie, s'il vous plaît, de reposer vos questions ou de poser vos questions. Là, vous avez un petit chat là sur lequel vous pouvez réagir. Donc, comme ça, on pourra aussi apporter des réponses. On a traité la chose un tout petit peu différemment de ce un peu moins classique, parce qu'en fait, on va essayer de s'envoler un peu, s'envoler, pardon, c'était la conférence aérienne juste avant, donc pas seulement vers une analyse, mais aussi vers de la prospective, avec notamment ce qui est du fer et du ferroutage. Et je pense que ça va être intéressant. Je vous prie d'accueillir Jérôme Bourg, qui est le président de DDS Logistique. Bonjour Jérôme. Marc, bonjour. Voilà, petite présentation de qui est DDS, Jérôme. Alors effectivement, en quelques mots, DDS est un éditeur de logiciels. Notre sujet, ce sont les technologies appliquées au monde du transport. Nous accompagnons essentiellement les chargeurs, les industriels, les distributeurs. Nous travaillons aussi avec les transitaires et nous leur donnons des moyens d'organiser, de piloter, de mettre sous contrôle au quotidien l'ensemble de leur chaîne de transport, aussi bien sur l'import-export que sur la distribution Europe. Et Jérôme, pourquoi avez-vous une pertinence particulière sur la Chine? Ah bah, deux raisons à cela. D'abord, je disais, nous travaillons avec beaucoup d'acteurs qui utilisent nos solutions pour organiser des flux depuis l'ensemble des fournisseurs asiatiques. L'image de la Chine, usine du monde, reste complètement d'actualité. Et puis, nous sommes aussi directement présents. DDS Logistics est une société française, comme le nom ne l'indique pas, mais présente aussi à Hong Kong depuis 15 ans. Et nous travaillons sur place aussi bien avec des acteurs locaux qu'avec les bureaux de sourcing, trading, import de nos clients européens. Super. On a demandé aux gens de Forwardis de venir nous rejoindre, tout simplement aussi parce que, enfin, s'ils sont bien là, si, voilà, j'ai eu un doute d'un seul coup, parce que d'habitude, le réalisateur fait apparaître telle la magie. Donc, l'idée était aussi qu'on puisse appliquer aussi aux fret ferrés. Et je pense qu'une filiale de la SNCF était sans doute ce qui avait de mieux à en parler. Tu peux te présenter 2 minutes, s'il te plaît? Ah, tu n'as pas ton micro. Pardon, c'est bon? C'est bon, oui. Ça doit marcher. Voilà, je m'appelle Xavier Van der Puppen. Donc, je suis le directeur du développement ferroviaire chez Forwardis pour les trains Chine, France ou France-Chine plutôt. Voilà, donc Forwardis est une filiale de la SNCF. Donc, nous avons une activité sur l'Europe centrale et la Russie et le Kazakhstan. Donc, on nous a dit que c'était la porte au-delà. Donc, voilà, on porte ce sujet depuis quelques années, bien que la France, comme vous le savez, n'est pas tout à fait dans la route ferroviaire, la route de la soie ferroviaire. Mais enfin, on y vient, on essaye d'y venir. Voilà. Alors, je ne savais pas qu'on n'était pas dans la route de la soie, mais je vais l'apprendre. Et enfin, on a demandé à Combipass, à Yingxin, est-ce qu'elle a pu se connecter? Si? Oui, bonjour Marc. Ah! Parce qu'elle avait des problèmes pour se connecter, alors c'est pour ça que je dis ah. Oui, 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 c'était compliqué parce que j'ai pas le Chrome sur mon PC Pro. Du coup, j'ai changé le PC. Donc, Ah, bah c'est bien. ouais, Vous ça avez, marche pas sur les autres, ça marche que sur le Chrome, ouais. Yingxin, ravi que vous soyez avec nous et que vous ayez emprunté un PC je ne sais pas qui. C'est amusant. Vous le remercierez de notre part. Vous Ouais. pouvez vous présenter en 2 minutes?
Oui, en fait, nous, déjà, c'est un peu différent que les autres métiers. Nous, on n'est ni commissionnaire, ni opérateur, on n'offre pas des places sur le train. Mais nous, on est des loueurs, des locations de conteneurs. Et on fait aussi des bureaux d'études pour proposer des solutions logistiques, des subventions C2E, que ça, si ça vous parle. Ouais, Mhm. ouais. Ok. Bon, bah, super. Alors, ce que je propose, c'est qu'on commence par planter. Alors, on a beaucoup de choses à se dire. Je ne sais pas si on arrivera en 55 minutes à se dire tout ça, mais bon, ou en 1 heure à se dire tout ça. L'idée, c'était que peut-être on ait déjà une présentation de la problématique qui pourrait être faite sans doute par Jérôme, sur lequel vous pourriez nous dire effectivement un peu comment vous voyez la chose. Puis ensuite, moi, j'ai plein de questions parce qu'on nous parle de manque de conteneurs, on parle de route de la soie, on parle de comparaison, qu'il n'y a plus de bateaux et donc peut-être des trains. Donc, j'ai plein de questions à vous poser. Jérôme, peut-être déjà sur une analyse de la situation par rapport à cette problématique de supply chain en Chine qui est devenue critique depuis le Covid. Enfin, je ne sais pas si c'était déjà pas terrible avant le Covid, mais alors là, c'est devenu terrible. Et plus l'Evergreen qui n'a pas, et le blocage du canal de Suez qui n'a pas dû améliorer la chose. Comment vous voyez les choses? Est-ce qu'on peut avoir une espèce de panorama? Marc, effectivement, voilà, je vais vous donner le retour que nous voyons à travers à la fois nos propres analyses et ce qui remonte de nos clients. Effectivement, la situation est critique pour beaucoup d'acteurs et voilà, j'espère qu'on passera surtout du temps à parler ensuite des solutions possibles. Mais globalement, pour vous faire un rapide résumé, si je remonte voilà, en gros 18 mois en arrière, on a eu un phénomène exceptionnel. D'abord, fermeture de l'ensemble des acteurs au début de la crise Covid, effondrement total de la demande, du coup retrait de capacité de beaucoup d'acteurs, là je parle des armements maritimes, disparition quasi instantanée de la capacité sur l'aérien, qui quand même est portée en grande partie par le flux passager, et puis derrière un redémarrage très rapide de la consommation, tiré en particulier par les États-Unis. Et ce redémarrage de la consommation est venu percuter des chaînes qui étaient encore en convalescence, en remise en route, a créé des congestions portuaires énormes, d'où des pénuries de conteneurs, de boîtes physiques, clairement, qui a impacté l'ensemble des flux. Pour l'Europe, pour les flux Chine-Europe, de grosses difficultés avec beaucoup d'opérateurs privilégiant les flux vers les États-Unis plus rentables. Et puis des perturbations à répétition depuis. Vous parliez effectivement du blocage du canal de Suez. On a eu encore récemment le port de Yantian qui a été fermé quasiment au mois de juin, dans une situation où les flux continuent à repartir avec des acteurs comme un Walmart ou un Amazon qui restockent énormément en prévision de la consommation. Alors, où on en est aujourd'hui sur le maritime, on est dans la situation où les taux restent très élevés et la qualité médiocre, voire mauvaise. On est sur des taux... Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, qualité médiocre? Enfin, parle d'abord des taux, oui. Des taux Oui, qui voilà, ont flambé de dingue. je vais vous donner quelques chiffres, effectivement. Si on regarde les pourcentages d'augmentation, si on prend les taux spot de l'Asie vers l'Europe, on est en hausse de pas loin de 100% depuis janvier, pas loin de 500% depuis début 2020. On a un indice des indices comme Freightos qui sont à plus de 11 000 $, là où on était entre 1000 et 2000. Un 40 pieds Shanghai-Rotterdam, là en mai, on a passé les 10 000 $. Donc voilà, une situation vraiment critique en termes de taux. Les compagnies ont énormément commandé de capacités, mais ces capacités ne vont pas arriver en 2023. Donc il faut vraiment se faire à l'idée que ces taux stratosphériques vont être la norme pour quelque temps. Et quand je disais qu'en plus, c'est vraiment la double peine, non seulement les taux sont à ce niveau, mais en plus la qualité n'est pas là, c'est qu'on a des taux de retard qui dépassent aujourd'hui, enfin si on regarde les statistiques récentes, on est avec des taux de retard de plus de 2 semaines qui sont 2 fois supérieurs à celles qu'on avait avant, des taux de fiabilité, des schedules, des horaires qui sont descendus à 35%. Alors ils sont stables maintenant, ils sont très mauvais, mais ils ne se dégradent plus.
Donc vraiment, situation sur l'aérien, le maritime assez catastrophique, et puis pas d'alternative sur l'aérien, parce que l'aérien est toujours aussi à des niveaux de prix très élevés. On est, pour ceux qui sont familiers de ce genre de chiffres, alors sur les États-Unis, les flux Asie-États-Unis, c'est encore pire, on est monté à 9 $ le kilo. Et donc, de la même manière, des capacités qui reviennent lentement, et a priori des taux qui doivent rester à ces niveaux très élevés pour au moins 12 mois, et d'ailleurs à un niveau tel que quasiment, voilà, il n'y a pas d'alternative possible de l'aérien vers le maritime, vu la fiabilité est très faible. Ouais, c'est ce qu'on se disait juste avant avec la conférence précédente. Voilà. Et puis, En tout cas, il n'y a pas de visibilité, en tout cas. voilà, pas de visibilité, et puis finalement, on voit qu'il y a finalement peu non plus de report du maritime vers l'aérien, au taux où est aujourd'hui de la même manière l'aérien. Il n'y a pas vraiment d'alternative pour des chargeurs de basculer des flux vers l'aérien, puisqu'il faut vraiment qu'on soit sur des produits à forte valeur ajoutée qui nécessitent ça et qui finalement sont assez rares. Donc les chargeurs se retrouvent effectivement bloqués pour nous sur les 12 mois à venir, sur ce qui va devenir la norme actuelle, de capacité toujours réduite, de taux élevé, de qualité très dégradée. Alors ça c'est inquiétant, effectivement, parce que quand on regarde bien, il y a à 10 000 $ le 40 pieds, c'est ça? C'est-à-dire quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qu'avant. Si on réfléchit 30 secondes, on se disait avant qu'au Nouvel An chinois, ça allait baisser. Ça n'a pas baissé, ça a continué à augmenter. Ça a eu un petit effet passager, mais la hausse a repris 3 semaines après. Donc, la prochaine étape, c'est le prochain Nouvel An chinois, pratiquement, à peu de choses près, qui est dans 8 mois. Et à votre avis, là, Jérôme, ça ne va pas bouger. Donc, ça veut dire que globalement, quand on dit 12 mois, ce sera plutôt nettement plus, parce qu'après, c'est comme l'élastique, hein, ça va, ça se tend pas, mais ça revient jamais exactement à la même position. Donc, il faut raisonner aujourd'hui avec des taux de fret durablement hauts. Oui, je pense qu'il faut vraiment, pour les chargeurs, l'intégrer dans l'équation. Il y a effectivement voilà, ça devient une donnée qui va être durable. Effectivement, on peut donner une échéance de 18 mois. Si on voit mécaniquement sur le maritime, qui est quand même le gros du flux, la très grosse majorité du flux Chine-Europe, les capacités ne vont pas arriver avant 2023. Donc il n'y a pas de raison particulière que les taux baissent avant ça. Faut simplement espérer qu'on revienne à une forme de plus grande régularité, qui est au moins, parce qu'il y a aussi des impacts, il y a le taux direct, mais aussi les perturbations entraînées par les retards ou l'incapacité à prévoir quand les conteneurs vont être effectivement disponibles à destination. Donc on peut espérer une amélioration sur la qualité au fur et à mesure, sauf nouvelles perturbations, nouvelles crises, Covid ou autres. Mais sur les taux, oui, c'est devenu effectivement une donnée à prendre en compte dans ces réflexions. Bon, alors, ce qui veut dire, quand on réfléchit à ça, donc on a durablement une situation complexe, et on avait un approvisionnement Chine qui était relativement important. Donc, ça veut dire on va voir ça un petit peu au fur et à mesure, qu'il faut réfléchir finalement sa supply chain de façon autre et peut-être beaucoup plus complexe. Ce que je vais faire, c'est je vais déjà essayer de comprendre avec Xavier Van der Poppen, savoir exactement s'il y a des alternatives. Parce qu'après tout, et on a parlé de route de la soie il y a quelques minutes. Alors, pour moi, la route de la soie, c'est un truc qui est très théorique, hein, c'est un truc tout à fait politique du président chinois, enfin pour moi, hein. Mais en fait, ça a une application aussi réelle, parce que il y a quand même des trains qui suivent cette route de la soie, c'est ça? Oui, en fait, on est quand même sur une niche, hein, sur un bateau, je crois qu'on charge l'équivalent de 250 trains. Un train de marchandises, de containers, c'est 45 containers. Donc, même si vous avez 20 containers par jour qui quittent la Chine pour l'Europe, on reste sur une niche. Hein, donc, en termes de pourcentage de marchandises transportées,
on est sans doute autour de 3, 4, 5% de marchandises transportées par le rail face à tout le reste, face au transport maritime. Donc ça peut répondre, mais le train, sa vocation n'est pas de trouver des solutions pour les difficultés maritimes. Alors, c'est quoi sa vocation alors? C'est de se situer entre l'avion et le bateau. Donc, à l'origine, la conception des trains de la route de la soie, et c'est assez logique, c'est pour, on va dire, désenclaver le centre de la Chine, qui est un peu la nouvelle économie avec l'industrie automobile et la high-tech, et venir au centre de l'Europe. Et donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que la France n'était pas vraiment dans les trains de la route de la soie, parce que ça paraît évidemment logique de relier Chongqing à Varsovie, éventuellement Duisbourg, le sud de l'Allemagne, toute cette zone de l'Europe. C'est un peu moins logique de faire du Shanghai-Marseille en train ou même du Shanghai-Le Havre. Donc, c'est aussi pour ça, parce que la France, par son positionnement géographique, par ses ports, et puis aussi parce que la France n'est pas un pays de premier rang d'importation. L'industrie automobile française et l'industrie de la high-tech, en fait, elle est moins connectée avec la France. Attends, Donc, il passe par où ce train? alors, ces trains, en fait, passent essentiellement par la frontière kazakh, Russie, Biélorussie, Pologne, Allemagne. Donc, vous avez chaque jour entre 15 et 20 trains qui partent de Chine vers l'Europe. Et pourquoi tout à l'heure je disais que la France n'était pas vraiment dans ces trains de la route de la soie? Parce qu'en fait, vous avez 15 à 20 trains journaliers, il n'y en a pratiquement pas pour la France. Donc, pour ça qu'on essaie, nous, d'accrocher quelque chose avec la Chine, mais c'est un sujet politique. Il faut que ce soit décidé par une province et il faut que ce soit financé par une province. Et donc, jusqu'à présent, il y a eu des choses qui se sont faites, mais rien de régulier. Et surtout, nous, notre objectif, c'est aussi d'utiliser ces trains import pour en faire des trains export. Donc, pour l'instant, on n'y est pas. Donc, il y a aussi l'effet de la pandémie qui a reporté un peu tous nos projets. On a des discussions bien avancées avec certaines provinces, mais enfin, aujourd'hui, il y a une telle urgence que le deal de dire on fait des trains aller à un port et on les recharge et on essaye d'avoir quelque chose d'équilibré. Vous avez un marché et puis des puissants intérêts industriels chinois qui, en fait, ont une urgence, c'est d'envoyer leurs marchandises. Donc le reste, on verra plus tard. D'accord. Ce que je demandais, c'est à Yingxing de se présenter et de présenter un petit peu son métier. Oui. Et puis ensuite, on envisagera un petit peu les solutions, savoir qu'est-ce qu'il faut faire maintenant qu'on a ça, et de savoir s'il y a des solutions potentielles. Alors, Yingxing, vous avez un métier particulier. Oui, en fait, moi, je suis chargée d'études de marché de la nouvelle route de soie chez Combipass. Bon, en fait, j'ai fait un petit PPT et je ne sais pas comment je fais. Je Il faut fais partager, il faut faire en bas, il faut faire share. Alors, voilà, Combipass est quelque chose qui est complémentaire par rapport à ce que vous faites, parce que, excusez-moi Xavier, pendant quelle charge je vais vous poser la question. Vous Oui. n'avez pas de train en fait, parce que vous êtes Si, filiale de alors, SNCF. Alors, oui, on en a reçu un il y a 10 jours à Valenton. Donc, ce sont des trains spot. Donc, oui, il y a des trains, mais pas réguliers. Nous, on voudrait au moins un train toutes les semaines dans les deux sens. Hein. Donc, quand je dis il n'y a pas de train, si, il y en a de temps en temps. Hein. On n'est pas satisfait avec ça. Donc, ça répond à une certaine urgence pour des clients actuellement. Donc là, on a un train qui part le 11 de Chine pour Paris encore, et puis ensuite le 25. Hein, voilà. Mais tout ça ne fait pas un vrai corridor qui vient alimenter la France et qui permet de recharger l'export. Donc il y a des trains, hein, et je terminerai juste. C'est vrai qu'il y a une très forte demande parce qu'en termes de prix, aujourd'hui, Paris-Shanghai, c'est 4 000 euros, et Shanghai-Paris, c'est 13 000 euros. Mais entrepôt, hein, donc tout à l'heure, on parlait de 10 000 $. Moi, c'est le bateau. entrepôt, donc tout compris. Donc le train se place quand même pas mal par rapport à la situation actuelle de l'avion ou du bateau. On est presque moins cher que le bateau à l'export parce que 4 000 euros, c'est pas mal. Donc voilà, il y a une très forte demande, mais on ne sait pas répondre à la demande parce qu'on n'a pas assez de capacité. C'est le comble. Alors, ça y est, est-ce que Yingxing a réussi? Oui, voilà.
Ouais, vous Euh, voyez mon écran oui. Alors, on va pas passer tous les slides, on va se faire du résumé si vous voulez bien. Qu'est-ce ouais. qui vous paraît, parce que je ne sais pas combien de slides, mais il y en a quand même un certain nombre. Pour résumer, déjà parlez-nous de votre métier en tant que tel, qui est, je pense, un peu différent des autres. Oui, en fait, moi, je suis chargée d'études de la marché de la nouvelle route de soie chez Combipass. Donc, nous, déjà, notre cœur de métier, c'est la location des conteneurs, des châssis, tous les matériels de transport combiné multimodal, intermodal. Donc, en fait, nous, on loue des conteneurs. Et là, aujourd'hui, on a trouvé une opportunité, c'est la nouvelle route de la soie. Et nous, on veut intégrer, prendre un petit part de marché de ce marché afin de trouver des clients potentiels pour Ok. trouver. Alors, je vois que vous avez une carte. Est-ce que vous Ouais, pourriez afficher votre carte? Parce qu'en fait, moi, je suis assez curieux pour savoir par où elle ouais. passe. En Ah tout oui, à voilà. l'heure, Monsieur Van der Pong, il a déjà parlé un peu à peu près les trois trajets. Mhm. Les trains qui relaient entre la Chine et l'Europe, c'est, comme il a dit, c'est un peu par la Russie au nord et au Mhm. milieu central par Kazakhstan, etc. Et là, maintenant, c'est en train de développer par un peu plus tôt au sud. Ouais. D'accord. Et alors, en fait, si j'ai bien compris, donc Ouais. pour l'instant, tout arrive en Europe de l'Est, quoi, si je comprends bien, sauf un train que Xavier va affréter et qui va arriver en France. Mais pour aujourd'hui, en fait, parce que la vision du gouvernement chinois, c'est quoi? C'est de développer cette ligne Europe de l'Est intérieur Chine, parce que là, on est bien, si je regarde bien, on est bien complètement à l'intérieur de la Chine, là. Oui, en fait, maintenant, il y a beaucoup de villes qui ont des hubs, on l'appelle, en fait, c'est des plateformes. C'est des hubs de ferroviaire, mais on l'appelle, c'est des entreprises de plateforme, genre les Usingo, des Zhengzhou Lugang. C'est en fait un plafond par les villes en Chine. Donc, il y a Qingdao, il y a Xi'an, le nouveau train qui départ de Xi'an qui arrive à Paris, que M. Van der Poel qui s'occupe de ce train-là, donc je sais un peu. Oui, c'est développer toutes les œuvres, les plateformes en Chine centrale, ouais. D'accord. Donc Ouais. on va réfléchir port intérieur chinois, quoi, finalement. Et alors, c'est les régions chinoises, les villes chinoises qui développent ça, c'est une stratégie chinoise, véritablement. Oui, c'est la stratégie de gouvernement chinoise, ouais. D'accord. Donc ça veut Ouais. dire que elles font quoi pour appliquer leur stratégie? Parce que elles mettent en place des trains, elles les subventionnent, elles font quoi? Oui, en fait, en termes de subventions, en fait, ils donnent des subventions pour les différents, selon les différents d'entreprises plateformes que je vous ai déjà parlé. Par un exemple, un SIA, c'est à peu près $3 000 par conteneur et 123 000 Par train? dollars par train. Ouais. Et Chonto, D'accord. c'est 1,2 milliard par an et vous pouvez consulter les chiffres. C'est selon les différents de hubs Ah oui, c'est énorme. ouais, Mais c'est énorme, c'est énorme, ouais. c'est durable ou c'est pas durable? Durable, C'est, mais c'est- comment dire, en fait, c'est réduit. En fait, c'est l'argent, ces subventions, c'est donné directement à ces entreprises et c'est impacté dans le frais de transport. Au début de 2018, vous pouvez voir C'est énorme. dans le Hmm. graphique, c'est- c'est c'est- 15%. Il ne peut pas dépasser 50% de frais de transport. Et ils ont réduit. 2019, il ne peut pas dépasser le 40% de frais de transport et aujourd'hui, c'est 30%. Donc Xavier? ouais, c'était 800 millions de dollars l'enveloppe globale en 2019 pour toutes les plateformes. Et il est prévu qu'en 2023, ce soit supprimé. Alors, pour l'instant, ce qui les aide, c'est que il y a peu de subventions dans le sens Chine-Europe, puisqu'il n'y a plus besoin de donner beaucoup de subventions, puisque le prix maritime est tellement cher. Donc, dans l'autre sens, c'est pour ça que dans mon prix 4 000 € Paris-Shanghai, là-dedans, vous avez un container gratuit déjà. Il n'y a pas de coût de container dans ce prix de 4 000 €. Puis surtout, il y a beaucoup de subventions.
de la part de la Chine. Par contre, dans l'autre prix, 13 000 € Shanghai-Paris, dans ça, vous avez un coût moyen de container qui est alors en ce moment entre 2 800 $ et 3 800 $. Hein, Le conteneur lui-même, oui. Pour avoir la boîte. Pour avoir la boîte, ouais, hein, c'est comme si vous louez une voiture et puis vous payez la moitié du prix de la voiture quand vous faites une course, quoi. Hein, et donc, et le reste, donc la différence, donc on est peut-être sur un coût de transport à 9 000 €. En fait, c'est un coût de transport sans subvention. Et donc, ce qui est prévu, c'est que les délais soient plus performants pour faire en sorte que les clients trouvent vraiment une solution ferroviaire rapide, hein, pour pas payer de l'avion. Donc en fait, le concurrent du train, c'est pas vraiment le maritime, c'est l'avion. Mais pour ça, il faut qu'on soit dans une situation qui soit pas celle qu'on connaît actuellement. Les délais ferroviaires, il y a un an, c'était en porte-à-porte 24 à 28 jours, 30 jours parfois. Aujourd'hui, il faut rajouter 2 semaines, voire 3. Hein. Il y a vraiment de très gros problèmes aux frontières, puisque comme il n'y a plus de bateaux, il y a beaucoup de trains, et donc la situation est vraiment dégradée. Et donc ça c'est pas bon. Alors on compare à du maritime. Ouais. Le maritime, on va être quand même à plus. On sera à 5 semaines, non? À mon avis, entre les attentes, le délai de mer, il doit être à 30 jours, mais le problème, c'est pas le délai de mer, c'est pouvoir embarquer, mais c'est les attentes. Donc finalement, moi, je parle tout le temps entrepôt, en prix et en délai. Hein. Donc là-dessus, il y a toujours quand même un avantage sur le ferroviaire. Sinon, il n'y aurait pas autant de demandes de la part des clients. Bon, donc ce qu'on essaie, c'est d'avoir une situation qui s'assainit pour travailler sur notre marché, qu'on soit chacun dans notre couloir. Nous, pour le train, c'est cher, mais c'est rapide, et le bateau, c'est moins cher, mais c'est plus lent. D'accord. Alors, par contre, il y a aussi une différence, c'est qu'il y en a un qui fait de l'intérieur, l'autre qui fait du côtier, quoi. Alors oui, alors ça, je voulais venir à ça, et notamment pour l'export. Le train, c'est pas sa vocation de remplacer le maritime, et notamment, le train, c'est une autre méthode de commercialisation. Je connais pas le transport aérien, mais ça doit y ressembler, c'est-à-dire que le train, c'est fait pour aller vendre directement à un acheteur presque consommateur. Voilà, hein, dans le transport maritime, on vend avec un incoterm FOB sur un port, et ensuite l'acheteur chinois se débrouille et fait lui-même un transport intérieur. Voilà. Et donc là, non. Enfin, ça peut se faire, hein, mais le but, c'est quand même pas. Voilà, c'est de pénétrer le marché. Le train, c'est fait pour aller au plus proche des clients. C'est une autre méthode de commercialisation. C'est pas un incoterm FOB, c'est un incoterm DAP. Et là, c'est compliqué parce que les entreprises françaises n'ont pas tous des agents, ou en tout cas, on a le cas parfois des clients français qui nous disent on aimerait bien faire du train, mais moi, mon acheteur ne veut pas du train parce que sinon, je lui casse un peu son business. Parce que son métier, c'est de recevoir des marchandises à Shanghai et de s'occuper de la distribution. Si moi, je commence à envoyer des marchandises directement à destination, ça va être plus compliqué. Oui, en fait, voilà, vous avez quelqu'un qui se sent un peu lésé. Mais ça change. Hein. Donc là-dessus, chez Forwardis, vous faites, je veux dire, l'infrastructure, enfin, si on peut dire, le train lui-même. Et quand il passe, vous faites quoi? Vous faites le plan de transport ou vous faites quoi? Non, on ne fait pas de transport, on fait que de location de conteneurs. Ouais. Donc en fait, vous faites quoi? La stratégie du chargeur pour arriver jusqu'à destination, quoi? Oui. Donc en fait, les clients qui peuvent prendre les conteneurs et puis il peut utiliser comme il veut. Il peut aller en Europe ou même s'arrêter au milieu Kazakhstan comme il veut en fait. Nous, on s'intègre pas dans leur trajet de transport. Ouais. Bon, donc on a une alternative potentielle au maritime. On a vu l'aérien, la conférence d'avant, ça va pas s'améliorer avant un certain temps. Bon, même s'ils sont tous optimistes en disant que ça va aller mieux. On a peut-être une alternative, mais pas sur une volumétrie importante. Donc, il faut vraiment réfléchir à des plans de transport qui sont différents, finalement, et avec une stratégie qui soit effectivement door-to-door, si on peut dire, plus que sur les réflexions habituelles qu'on pouvait avoir en vendant
son CIF Shanghai ou son FOB Shanghai, et avec toujours cette même disparité. Alors finalement, peut-être que c'est quand même avantageux de faire du rail dans le sens Europe-Chine, parce que là, c'est vrai qu'ils sont à des prix qui sont assez compétitifs, et avec des délais qui sont aussi assez compétitifs. Enfin, si on retrouve, est-ce qu'on va retrouver une façon normale de travailler, si on peut dire, à votre avis, du point de vue délai, le transit time en tout cas, si on peut dire, je sais pas si on peut appeler ça transit time pour le faire, mais est-ce qu'on va retrouver un transit time normal dans les prochains mois? Non, sans doute pas avant. Alors peut-être dans le courant de l'année prochaine. Mais là, de toute façon, tout le monde a intégré le fait que il y a de grosses difficultés parce qu'il y a un gros besoin. L'urgence, c'est peut-être pas tout de suite d'avoir des délais de 28 jours en porte-à-porte. L'urgence, c'est de faire circuler le maximum de trains pour le bénéfice du maximum de clients. Donc, OK, on en prend notre parti. Mais bien entendu que... alors, il y a des travaux d'infrastructure, notamment en Pologne. Notamment au Kazakhstan, sur ces fameuses frontières, hein, où on change l'écartement de rails, où on change les containers de train. Donc, on sait qu'en 2023, on va avoir une grosse capacité de cadence supérieure. Donc, voilà, on va encore vivre plusieurs mois avec une situation qui n'est pas celle qu'elle devrait être. Mais voilà. D'accord. Bon, Jérôme, comment on fait? C'est quoi la bonne stratégie à avoir? Alors, est-ce qu'il faut avoir une stratégie port intérieur, port Chine ou intérieur Chine? Est-ce qu'il faut se dire que la Chine, c'est compliqué et qu'il faut envisager d'autres solutions? Parce que là, avec des conteneurs à 10 000, on ne va pas transporter des rouleaux de papier toilette à l'intérieur d'un conteneur, hein. Je pense qu'en provenance de la Chine, durablement. Alors, durablement, non. On le disait sur le maritime, l'aérien, et la réponse est un peu la même finalement sur le ferroviaire. 2023 devrait permettre de revenir à une situation plus opérable, je dirais, pour des acteurs. En attendant, effectivement, il faut faire du mieux ou du moins mal avec les éléments qui sont à disposition. Vous disiez, Marc, on ne va pas transporter du papier toilette de Chine. En fait, ça dépend. Ça dépend clairement de où se trouve l'outil industriel. Si vous êtes dans une situation où vos fournisseurs et globalement la capacité de production est majoritairement en Chine, même si c'est pour des produits à faible valeur, il n'y aura pas le choix. Il n'y aura pas un choix énorme. Donc, après, il y a effectivement un certain nombre de solutions. Je peux peut-être d'ailleurs partager aussi juste un ou deux slides, si vous le voulez bien. Oui, volontiers. Voilà. Dès que vous y arrivez, il faut passer plusieurs étapes. Mais après, moi, je doute qu'on revienne à une normalité avant un certain temps, parce que vous savez tous que les compagnies maritimes sont organisées par conférences, et que le nombre de conférences étant extrêmement limité, les ententes entre marchés sont quand même beaucoup plus simples. Enfin, on va pas dire des ententes, ça se dit pas, mais, pardon, je me tape les doigts. Mais c'est quand même beaucoup plus simple pour les compagnies de s'entendre que si c'était 40 sur le marché, quoi. Là, ils ne sont pas 40, ils sont 6 ou 7, je ne sais plus. Donc, c'est quand même une massification remarquable. Donc, avant qu'ils disent « Oh, bah tiens, finalement, je vais baisser mes prix ». Oui, effectivement, on s'est retrouvé dans cette situation. Bon, il ne faut quand même pas oublier qu'on était dans une situation inverse jusqu'en février 2020, hein, où on était plutôt sur un marché surcapacitaire. Ce marché surcapacitaire aboutit effectivement à une concentration. Il y a maintenant un nombre réduit d'acteurs. Les commandes de navires ont vraiment été très fortes, hein, sur 2021. Voilà. Après, il y a effectivement l'inertie qui est là, mais oui, on ne peut pas s'empêcher de penser que les armements ne pouvaient pas rêver d'une telle situation, et effectivement ont un certain intérêt à la faire durer. Dans certaines limites, il y a un moment où il y a effectivement si l'horizon de retour à une situation normale est trop loin, il y a effectivement la source de leur business peut changer. Si on raisonne à 3 ans, on a intérêt à recréer de l'outil industriel ailleurs. Donc voilà, il y a aussi un équilibre, je pense, à trouver, mais
il y a quand même une réalité sur les commandes de navires qui n'ont jamais été aussi élevées que celles qu'on a connues en 2021, mais avec des disponibilités réelles sur les flux à partir de 2023. Et donc, voilà, je ne sais pas si vous voyez Très bien. ce slide, c'est... en fait, là, on a repris un certain nombre d'éléments à nouveau qu'on a pu voir avec nos clients. Et en fait, il y a 4 grands volets d'action qu'on peut voir. Premier volet, c'est effectivement, dans les cas où c'est faisable, c'est de pouvoir revoir ces zones de sourcing. Et là, effectivement, il y a tout un apport. Je vais vous dire juste 2 mots de ça. Le deuxième volet, c'est là où les logiciels, les technologies digitales sont aussi très utiles, c'est d'utiliser au mieux les capacités disponibles. Voilà, on a accepté, on a trouvé de la capacité, on paye 11 000 $ ce conteneur, autant le remplir au mieux et en fonction des produits les plus prioritaires. La qualité est dégradée, donc il faut savoir effectivement où se trouve la marchandise, hein, ça a aussi des impacts sur les niveaux de stock. Et puis, les derniers éléments pour prendre les bonnes décisions, c'est d'avoir de la mesure. Et donc, là, à nouveau, ce que va apporter l'outil, c'est la capacité à mesurer les délais, les niveaux de performance, les niveaux de prix, et de prendre les bonnes décisions. Et peut-être juste 2 mots sur cette partie de zone de sourcing. Ce qu'on voit revenir fortement dans les demandes de nos clients, c'est la capacité à remettre en cause les choix, encore une fois, pour autant que les capacités industrielles existent, et de rentrer dans des logiques de mesure du prix rendu à destination. Et là, aujourd'hui, voilà, des logiciels comme les nôtres permettent de faire ce type d'analyse, en prenant en compte cette nouvelle donnée que le prix moyen d'un 20 pieds a été multiplié par 5, et de voir finalement si les zones qui avaient été mises de côté, parce que moins intéressantes sur la base d'un prix rendu à destination, n'ont pas retrouvé un nouvel intérêt. Donc, les logiciels vont permettre d'éclairer ce type de décision et de... C'est Voilà. des vrais abacs, ce que vous avez marqué là? C'est-à-dire, non, là, les c'est prix totalement théorique. Et voilà, c'est des éléments, là, ce ne sont pas des coûts réels. En fait, ce que nous faisons avec nos clients, c'est que nous partons des éléments réels et puis on va modéliser aussi bien les coûts de fret que les coûts de passage en douane, que les coûts de détention de la marchandise, les coûts de stock, les frais financiers associés, etc. Et on peut décliner toute une série d'éléments de coûts qui vont permettre de passer d'un prix d'achat FOB à un prix de cession interne, effectivement, sur un DDP ou un équivalent. Et donc, vraiment d'avoir une vision très fine de ce qui va, de l'ensemble des éléments qui ont affecté la chaîne de coûts, et finalement de relancer l'analyse sur des zones plus proches, Maghreb, Turquie, Europe de l'Est, voilà, même si le coût de production est supérieur. Je pense qu'il faut réintroduire aussi une notion à l'intérieur, si je peux me permettre, Jérôme, qui est la même que ce qu'on a évoqué tout à l'heure par rapport à l'aérien, qui est l'aspect Club de Paris et donc bilan carbone, quoi, finalement, des transports tels qu'on peut les avoir. Est-ce que ça, c'est pas aussi un élément à prendre en compte dans son stratégie supply chain Chine, donc qui va plutôt d'ailleurs pour le transport ferré, hein, puisque très clairement, je ne sais pas quel est le bilan carbone du transport ferré par rapport à l'avion, mais je pense qu'il doit être quand même nettement inférieur. Enfin, j'en sais rien, on va dire. Mais... Oui, tout à fait. Là, c'est effectivement, et ça c'est une bonne nouvelle aussi en tant que citoyen, la réflexion, on passe au stade de la réflexion, les plans d'action sont là aujourd'hui pour réduire de manière forte les émissions de CO2 du transport de fret. Le moyen le plus économe reste le maritime, le moins de vent, c'est sûr, et le pire est l'aérien, donc le ferroviaire va se retrouver à mi-chemin. Et c'est aussi un élément qui rentre maintenant dans ces analyses. On participe aussi à des initiatives comme Fret 21, par exemple, dans lesquelles une initiative qui est poussée par l'ADEME et la UTF, dans laquelle des chargeurs s'engagent sur des objectifs de réduction de leurs émissions. Et là, à nouveau, la technologie va permettre à la fois de donner la mesure et puis aussi d'identifier les modes, les coûts d'origine-destination les plus coûteux en termes d'émissions,
et du coup d'agir. Et voilà, et le report modal est un élément, tout ce qui va contribuer à l'optimisation du remplissage est un effet direct. J'ai rempli mon 40 pieds à 95% au lieu de 90%. Les produits supplémentaires, on va abaisser les émissions ramenées aux produits transportés. Et donc c'est une bonne nouvelle, c'est effectivement devenu un critère important. Dans une chaîne décisionnelle. Ouais. Donc, ce qui veut dire que là, pour le coup, il faut des indicateurs. Et donc, c'est pas si simple que ça à mettre en place, des indicateurs. Mais effectivement, j'avais demandé à notre ami Philippe Mangeur de Tekabou de faire une analyse, j'en parlais tout à l'heure. Le rapport pour l'avionné est de 1 à 30, 40 en termes de rejet carbone. Donc, alors, je ne sais pas ce qu'il en a dû faire parce que je n'ai pas posé la question, mais enfin, je suppose qu'il doit être un petit peu inférieur. Ouais. Oui, tu n'as pas les Mais en chiffres fait, exacts. le train est quand même nettement moins en carbone, nettement moins polluant que l'avion. Il l'est un peu quand même parce que l'électricité sur une partie de la ligne est une électricité carbonée, et notamment en Chine, au Kazakhstan par exemple, l'électricité elle vient du charbon. Donc c'est pas une électricité propre comme on peut l'avoir en France ou dans certains pays d'Europe. Voilà, par contre, en termes d'oxyde d'azote et de poussière et particules, le train est nettement plus propre que le bateau, par exemple, et que l'avion aussi. Donc en CO2, le moins polluant, c'est le bateau, parce qu'il y a un effet capacité de transport qui joue beaucoup. Le train est derrière. Alors si vous faites Lyon, Xi'an ou Wuhan en train, évidemment, là c'est plus intéressant. Le bateau est moins polluant que le camion que le bateau parce que vous avez une approche routière en Chine ou en Europe qui fait que là on est mieux. Voilà. Ok. Alors, le deuxième problème dont on parlait, un ou des problèmes qu'on en parlait, c'est qu'on n'avait plus de boîtes. Il y a une pénurie de boîtes, donc les boîtes coûtent cher. Comment on fait pour avoir des boîtes? Alors, en transport maritime, je sais que c'est compliqué, mais les compagnies ont leur parc de containers. Donc, en transport ferroviaire, il n'y a pas de parc de containers. Il n'y a que des parcs loués, des parcs privés, soit par une plateforme chinoise, soit par un opérateur européen, etc. Donc, c'est quand même compliqué, toujours compliqué. Nous, on en trouve, hein, même aux périodes les plus difficiles. Je crois que c'était au mois de mars, on avait vraiment des difficultés. Ensuite, ça se répercute sur les prix. En ce moment, quand on charge du côté de Yantian, Shenzhen, qui est très perturbé en maritime, là, cette semaine, on va chercher des boîtes vides à Xiamen pour les charger à Shenzhen et les remonter sur la gare de départ. Ben, en fait, c'est le prix qui est impacté. Donc, pour l'instant, ça va. Sauf que Jérôme, ouais. Ouais. C'est ce que Jérôme disait tout à l'heure. Elles sont toutes parties aux États-Unis. Ouais. Parce que... Ouais. Oui, effectivement, les boîtes ont été bloquées sur le territoire américain avec ces congestions portuaires. Et bon, ça dit, il y a eu aussi la mise en chantier de la construction de boîtes elle-même. C'est là aussi où il est important, je pense, pour les chargeurs de développer des relations de long terme avec les transitaires en particulier. Hein, les mieux placés pour aller chercher les boîtes restent les transitaires. C'est eux qui sont au contact quotidien des armements, des compagnies maritimes, les compagnies aériennes. Et puis après, oui, il y a une question de prix. Effectivement, on est sur une forme de Far West où il y a ce qui permet d'embarquer, c'est la capacité à payer plus. Alors ça peut être aussi un élément d'ailleurs sur la durée. Hein, c'est s'engager à l'avance permet aussi de sécuriser les capacités. C'est toujours le dilemme aujourd'hui pour les chargeurs. Est-ce que je m'engage sur une certaine durée, sur des prix actuels très élevés, où moi je sécurise de la capacité? Ça peut être une stratégie pour certains. Ouais, c'est la question qu'on se posait en préparant avec Exine, où est-ce qu'on peut réserver des capacités, quoi, en fait, qui est pas tout à fait évident, parce qu'on n'était pas du tout dans cette mentalité-là jusqu'à maintenant, quoi. Ouais. Tout à fait. Mais en fait, pardon. Oui, les portes, on trouve toujours, on peut même faire fabriquer par les constructeurs. Mais maintenant, même si tu fais
fabriquer, tu vas acheter et maintenant c'est le prix qui est doublé. Parce que déjà, c'est pas le conteneur même qui coûte cher, c'est maintenant c'est l'acier, c'est les matières premières qui est coûté cher. Donc, c'est Ah toute oui, la chaîne qui a augmenté le prix, ouais. ah oui, j'ai oublié ça. Effectivement, l'acier a été multiplié par X, je ne sais plus combien, mais enfin bon, de façon considérable. Eh ouais. Bon. Et alors, il y a aussi une autre chose qui fait que ça devient plus compliqué, c'est que le gouvernement chinois a moins de velléité, il me semble, hein, sauf si je me trompe, d'aller exporter des marchandises. Aujourd'hui, la satisfaction du marché intérieur et la croissance intérieure est plus importante que l'exportation en tant que telle. Donc on a aussi moins de marchandises à mettre sur le marché. Oui, tout à fait, tout à fait. Et aussi le côté du gouvernement français, on parle du gouvernement français. Maintenant, il y a une nouvelle politique qui est sortie, en fait, que la France, maintenant, il réduit aussi les marchandises importées. Bon. Maintenant, si vous voulez importer par surtout l'avion avec des petites cabines, il faut payer des taxes supplémentaires. Bon, maintenant, le gouvernement français qui encourage de fabriquer en France au lieu de faire venir des marchandises en Chine. Ça pose un peu de difficulté aussi. Bon, on arrive à un point où il va falloir effectivement se définir les grands critères de la stratégie qu'il faut qu'on se pose par rapport à la supply chain Chine. Bon, d'abord, il faut récupérer vos données. Là de rien, c'est pas aussi évident. Et de savoir véritablement ce qu'on a. Je pense que Jérôme ne va pas me contredire, mais en tout cas, il faut avoir les outils qui permettent ce pilotage. Et dans la supply chain, c'est les indicateurs qui permettent d'être souverain. Deux, vous m'arrêtez, ça va être durablement, au moins jusqu'à 2023, beaucoup plus cher. Donc ça veut dire qu'on n'a pas tant de visibilité que ça sur 2024 et au-delà, enfin à moins que vous en ayez vous. Non. Donc ça veut dire qu'on risque d'avoir durablement une politique transport supply chain impactée, entre guillemets, par rapport à la Chine, et qu'il va falloir se donner en tout cas les moyens, soit d'avoir une analyse comparative des différents modes de transport, y compris le ferré, mais qui restera qu'une solution très partielle, parce que les quantités ne permettront jamais d'absorber même 10% de ce qu'absorbe le maritime, hein, c'est bien ça. C'est pas le même marché. Il y a des entreprises qui exportent maintenant 50% de leur production par le train, mais parce qu'elles exportent 5 containers par mois. Donc, voilà, je pense que on va essayer de développer ces solutions-là, mais bien entendu, le train, c'est pas vraiment fait pour la grande distribution. Donc, bien entendu à l'import, mais aussi pour les grands flux. C'est une solution d'appoint pour les gros exportateurs, éventuellement. Mais c'est plutôt un marché pour des PME, PMI, je dirais. D'accord. Bon, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour nos entreprises, puisque les exportateurs français sont composés principalement de PME, PMI. Ouais. Donc ça tombe bien. Oui, et puis sans oublier quand même notre gros point fort autour de tout ce qui touche au luxe, hein, parce qu'on a beaucoup parlé des flux de la Chine vers la France, mais on a quand même des flux dans l'autre sens, pour lesquels il y a toujours une part prédominante, je pense, de l'aérien, là, si on regarde ces éléments autour du luxe. Et c'est vrai que du coup, ces phénomènes de reprise très forte de la consommation ont commencé par la Chine. Et donc, toutes nos grandes marques, aujourd'hui, on travaille avec un certain nombre d'entre elles, ont vu leur activité reprendre très vite sur la Chine. Et donc, du coup, ces flux export, avec là un mix qui est... Voilà, les flux dans ce sens-là sont beaucoup plus facilités. Il y a juste une chose aussi, mais on ne peut pas travailler sur ce sujet-là pour l'instant tant qu'on n'a pas la garantie d'avoir des trains hebdomadaires, mais à l'export, on veut aussi travailler sur les containers à température dirigée parce que les produits d'origine agricole, c'est un vrai marché, c'est un point fort des exportations françaises, et aussi le groupage. Donc il y a moins d'urgence sur le groupage à l'export, puisque le transport aérien, qui est vraiment l'outil pour le groupage,
à l'import coûte extrêmement cher, à l'export, il coûte nettement moins cher. Mais il y a un vrai marché là. Il y a un vrai marché niche qu'on veut proposer, mais ça, on le fera peut-être l'année prochaine quand on aura vraiment la certitude d'avoir des choses régulières, comme la température dirigée. Ok. Bon, je pense qu'on a pas mal avancé dans ce débat, à moins que certains d'entre vous aient des choses à rajouter. Alors, il y avait beaucoup de questions en amont, mais là, j'ai pas eu beaucoup de questions en aval. Alors, soit on a été très bon et on a répondu aux questions, soit effectivement, enfin bon, c'est vrai que sur les questions, je m'étais un petit peu calqué sur les questions qui avaient été posées en amont, donc on a dû répondre, je pense, en grande partie. Bon, malheureusement, on n'a pas donné de visibilité à la chose. Enfin, en tout cas, on n'a pas pu sortir comment ça s'appelle, de boule de cristal pour essayer de donner une véritable visibilité à l'ensemble. Mais enfin, moi, ce que j'en conclus, en tout cas, alternative, le réseau ferré, mais avec une certaine limitation, et en tout cas sur des volumétries qui ne sont pas dans la grande consommation, mais qui sont plutôt à destination des PME-PMI. Récupération pour avoir une vraie analyse et pour faire une analyse comparative de sa supply chain et son sourcing, de données, et en tout cas d'avoir des outils de pilotage de l'ensemble qui permettent ensuite de faire des comparaisons, enfin des vraies comparaisons. Vous sortez des tableaux de bord, des trucs comme ça, avec vos outils? Oui, bien sûr, enfin, c'est un des éléments. Il y a toute une analyse. Ce premier travail sur la récupération de la donnée et au bon niveau. Hein, on a beaucoup parlé de transport, mais la donnée intéressante est au niveau produit. La question n'est pas où est mon conteneur, mais à quel moment mon produit sera disponible en linéaire ou en approvisionnement en usine. Donc c'est vraiment d'avoir cette finesse de données, et si on est aussi dans l'optimisation, dans le remplissage de conteneurs, il faut qu'il y ait aussi des données volumétriques. Donc voilà, il y a un vrai enjeu sur la qualité de la donnée en entrée, et en sortie, effectivement, des outils comme les nôtres permettent de piloter par la donnée, donc d'avoir toute une série d'indicateurs, et d'avoir des indicateurs qui soient dans le temps et liés aussi à la géographie. C'est la force du système, c'est là où on rentre rapidement dans des limites d'Excel. C'est aussi d'avoir une vision projetée sur des cartes, des émissions de CO2, des flux, des zones de sourcing, qui éclairent beaucoup la décision. Voilà, ben effectivement, y compris l'analyse CO2, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est aussi indispensable. On arrive au bout de cette journée. Merci en tout cas à vous tous de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez reposer les questions encore pendant 15 jours aux intervenants qui sont ici. Donc si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas, en fait, puisque en fait, dans l'histoire, on a tout simplement ouvert cette plateforme pendant quelques temps, et donc quelque part ça va vous permettre de poser vos questions. Sur le guide, je vous rappelle que, tiens, je me réfère à 2 minutes, ça fera plaisir à Jérôme, au très bon passage que nous avons écrit sur la supply chain, qui est à mon avis un point important dans notre guide. Et donc vous allez voir, je vous rappelle que le guide est téléchargeable, et donc vous pouvez le télécharger avec un petit logiciel qui s'appelle Calameo, qui vous permettra de le consulter. J'aimerais quand même encore une fois remercier un certain nombre de partenaires et de sponsors qui nous ont soutenus tout au long de cette journée, à savoir effectivement Arcade Avocat, Connex, Cotecna, DDS qu'on vient juste d'écouter, Milizer et Munch, le port d'Anvers, le port de Barcelone et Qualitaire. Je vous rappelle que le guide sera disponible en version physique à partir de mi-septembre. Voilà, merci encore d'avoir participé. Le prochain rendez-vous sera physique, puisqu'on sera le 2 février ou 3 février. De toute façon, vous recevrez quelque chose qui sera à Paris. Et donc, on sera content que ce soit en physique et en digital, parce qu'on va continuer à faire du physique et du digital. Et n'hésitez pas à revenir sur la plateforme et nous poser des questions. Voilà. À très bientôt à tous. Merci.